Les belles matinées du mois de janvier, alors que l'air vif s'imprègne d'un soleil déjà plus chaud, comptent parmi les sources d'exaltation les plus vivifiantes. Dans le froid de l'hiver, on commence à pressentir un souffle de printemps. L'après-midi allonge devant vous des heures plus nombreuses. La jeunesse de l'année vous rajeunit. C'est évidemment ce qu'éprouvait Arsène Lupin en flânant ce jour-là sur les boulevards, vers 11 heures. Il marchait d'un pas élastique, se soulevant un peu plus qu'il n'eût fallu sur la pointe des pieds, comme s'il exécutait un mouvement de gymnastique. Et de fait, à chaque pas du pied gauche, correspondait une profonde inspiration de la poitrine, qui semblait doubler la capacité d'un thorax dont l'ampleur était déjà remarquable. La tête se penchait légèrement en arrière, les reins se creusaient, pas de par-dessus, un petit costume gris de plein été, et sous le bras, un chapeau mou. Le visage, qui paraissait sourire aux passants, et surtout aux passantes, pour peu qu'elles fussent jolies, était celui d'un monsieur qui se dirige allègrement vers le poteau de la cinquantaine, si même il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Mais vu de dos, ou de loin, ce même monsieur, fringant, de taille mince, très à la mode, avait le droit de protester contre toute évaluation qui lui eût attribué plus de 25 ans. Et encore, se disait-il en contemplant dans la glace son élégante silhouette, et encore, que d'adolescents pourraient me porter envie. En tout cas, ce qui eût excité l'envie de tous, c'était son air de force et de certitude, et tout ce qui trahissait chez lui l'équilibre physique, la santé morale et la triple satisfaction d'un bon estomac, d'un intestin scrupuleux et d'une conscience irréprochable. Avec ça, on peut marcher droit et la tête haute. Notons aussi que son portefeuille était abondamment garni, qu'il avait dans sa poche à revolver 4 carnets de chèques sur des banques différentes et à des noms divers, et que, un peu partout à travers la France et dans des cachettes sûres, lits de rivières, cavernes inconnues, trous de falaises inaccessibles, il possédait des lingots d'or et des sacs de pierres précieuses. Et nous ne parlons pas du crédit qu'on lui accordait dans tous les mondes, en tant que Raoul de Limésie, que Raoul d'Avnac, que Raoul d'Henris, que Raoul d'Averny, simples et modestes noms de bonne petite noblesse de province, que reliaient les uns aux autres ce même prénom de Raoul. Justement, il passait devant la Banque des Provinces. Il devait y déposer un gros chèque au nom de Raoul d'Averny. Il entra, effectua son opération, puis descendit dans les sous-sols de l'établissement, signa le registre et se rendit à son coffre-fort pour y prendre quelques documents. Or, tandis qu'il choisissait ceux dont il avait besoin, il aperçut, non loin de lui, un monsieur en deuil, à l'aspect vieillot et suranné d'ancien notaire de province, qui retirait d'un coffre-fort voisin plusieurs paquets proprement enveloppés, qui coupa les ficelles et compta, une par une, des liasses de 10 billets de 1000 francs que retenait une épingle. Le monsieur, très myope et qui, de temps à autre, jetait autour de lui un coup d'œil inquiet, ne s'avisa pas qu'Arsène Lupin pouvait suivre chacun de ses gestes, et il continua sa besogne jusqu'à ce qu'il eût rangé dans une serviette de maroquin 80 ou 90 liasses de billets, c'est-à-dire une somme de 8 ou 900 000 francs. Lupin avait compté en même temps que lui, et se disait « Que diable peut manigancer ce respectable rentier ? Garçon de recette ? Trésorier payeur ? Ne serait-ce pas plutôt un de ces personnages sans vergogne qui étouffent quelques magots pour le dissimuler aux exigences du fisc ? Oh, j'ai horreur de ces bonhommes-là. Frauder l'État. Quelle turpitude !» Le personnage acheva son opération et ferma sa serviette de maroquin avec une sangle qu'il agrafa soigneusement.